Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose mon bilan en tant que lectrice. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, je vous avais proposé une première vidéo de bilan 2024 autour de la création de contenu, mais également de mon bilan autrice-illustratrice. Cette fois-ci, c'est autour des livres. La vidéo va s'articuler autour de plusieurs chapitres. Je vais d'abord vous faire un petit retour global, un petit mood général de cette année 2024. Puis ensuite, je vais faire un flop, donc à savoir les lectures que j'ai le moins aimées durant cette année. Puis je vais faire un petit top 10 pour rattraper un peu l'ambiance pesante, puisque je vais vous parler des lectures que j'ai tout simplement adorées et surkiffées. Et pour terminer, je vais me tourner vers l'année 2025, les bonnes résolutions ou les petites choses que j'aimerais mettre en place, également parler des objectifs de 2025 et puis tout simplement vous donner quelques petites sorties qui m'intéressent, sur lesquelles je veux absolument me précipiter. Comme pour le précédent bilan, j'ai pris mes petites notes dans mon carnet, c'est beaucoup plus pratique et ça me permet de ne pas oublier certaines données, notamment quand ça implique des chiffres. Sur ce, on va donc commencer avec le mood général. 2024 a été une bonne année en termes de lecture. J'ai fait pas mal de découvertes hyper intéressantes, de nouveaux auteurs, de nouvelles autrices. J'ai également pu expérimenter davantage les haïkus, la poésie, en vrac. Je vais dire que mes meilleurs souvenirs ont été aussi le fait de pouvoir m'accorder un budget livre à consacrer chaque mois pour m'acheter 1, 2, 3 livres selon si on est sur des poches ou du grand format. J'ai même pu m'offrir des beaux livres, ce qu'on appelle les livres collector, les hardbacks, vous savez, les très très beaux livres avec le jaspage, le vernis, les rolures, bref, tutti quanti. Très contente de pouvoir également m'autoriser de nouvelles expériences de lecture, le livre numérique, mais aussi le retour à l'audiobook qui m'a vraiment beaucoup plu. De bons souvenirs avec les lives d'Ultia autour du festival de la bande dessinée d'Angoulême, mais également de ses autres émissions en partenariat avec Glénat. Elle en a fait pas mal sur le thème de la bande dessinée qui était hyper intéressante. Et en toute fin d'année, elle avait fait un live à la Webtoon Academy d'Angoulême. Si vous ne savez pas ce qu'est la Webtoon Academy, donc Webtoon, je pense que peut-être ça vous parle ou non, ce sont ces bandes dessinées qui sont en format vertical, qu'on a sur plusieurs sites de publication d'ailleurs. Il n'y a pas que Webtoon, il y en a d'autres, il y a Ono par exemple. Donc on a voilà, des plateformes sur lesquelles on retrouve ces bandes dessinées en format vertical. Et à Angoulême, il y a une formation qui est gratuite. C'est accessible sur dossier, mais elle est gratuite, ce qui est très cool. Et il y a une formation présentielle et une formation à distance. Et la formation présentielle, Ultia avait fait toute une journée en direct là-bas et c'était hyper enrichissant. Donc de très très beaux souvenirs pour cette année 2024. Comme je vous disais, de bonnes lectures, de bonnes surprises, des découvertes. Il y a également tout ce qui touche autour de la littérature feel good. J'ai découvert Tant que le café est encore chaud, mais également les livres de Michiko Aoyama, la bibliothèque des rêves secrets. Donc il y a voilà, des choses qui sont hyper intéressantes, des nouveaux horizons, de belles choses aussi d'un point de vue booktube, puisque j'ai pu quand même faire quelques vidéos qui moi me faisaient envie, non seulement les book hauls, les piles à lire, mais j'ai pu inaugurer les wishlists avec ce format très particulier qui est de ne pas vous surgaver des sorties qui vont arriver, mais plutôt de faire une petite sélection sur des sorties qui ont attiré mon attention et que j'aimerais peut-être un jour lire, emprunter à la médiathèque, trouver en occasion ou neuf. Maintenant, si on passe à tout ce qui est partie chiffrée, sachez avant toute chose que j'ai fait en début de mois de janvier un article sur mon blog qui est un bilan lecture beaucoup plus complet, beaucoup plus poussé en termes de statistiques, avec des questions un peu sous forme de tags, des visuels un petit peu plus fournis qu'il y en aura ici. Là pour cette vidéo, je veux vraiment faire un petit best-of de cet article. Ainsi, en 2024, j'ai lu 158 livres,
Et parmi ces 158 lectures, nous en avons 2 qui sont en format e-book et 5 qui sont en format audio. Et pour terminer cette partie statistique, tous ces livres lus représentent environ 30 000 pages lues. On est sur à peu près 120-130 auteurs-autrices différents, 80 maisons d'édition différentes également, donc un excellent bilan au total. La première lecture de 2024 est une excellente lecture puisqu'elle fait partie de mes coups de cœur de cette année 2024 et de mes excellentes rencontres livresques, notamment à travers son auteur, puisque je vais continuer sa bibliographie durant toute l'année. Il s'agit donc de La Comète de Joe Todd Stanton. Par la suite de cet auteur, j'ai lu Le Secret du Rocher Noir et Jules et le Renard. Le dernier livre de l'année est un livre audio et il s'agit du Thé pour les fantômes de Chris Vuklicevic. Pareil, excellente expérience de lecture, j'ai trouvé que la narratrice était absolument parfaite pour donner l'ambiance, le ton qu'avait la plume de l'autrice, donc c'était une très bonne lecture, pas un coup de cœur pour différentes raisons, notamment l'attachement au personnage, mais vraiment une chouette découverte qui me fait dire que la passe miroir, vu que c'est lu par la même narratrice, doit être vraiment excellent à entendre et à découvrir, et que la plume de l'autrice, j'aimerais énormément la revoir, notamment dans Porcelaine sous les ruines. Et enfin, pour terminer cette partie mood générale, je vais donc vous donner les premiers livres achetés et les derniers livres achetés pour cette année 2024. Et si je parle de premier au pluriel, c'est tout simplement parce qu'il y en a 2 en début d'année et 2 en fin d'année. Effectivement, pour les livres de fin d'année, j'ai enlevé tout ce qui est cadeau de Noël, bien évidemment. Je parle vraiment des livres que j'ai achetés. Ainsi donc, les 2 premiers livres achetés en 2024 ont donc été L'Engrange-Temps de Nell Pfeiffer, que j'ai beaucoup aimé, à tel point que j'ai acheté le 2e tome dès sa sortie. Donc une excellente lecture. Et autre excellente lecture qui compte parmi les livres que j'ai surkiffé pour cette année, il s'agit de Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson. Et les 2 derniers livres de l'année 2024 sont donc l'intégrale de Narnia. Alors pour la petite histoire, j'avais une intégrale de Narnia, mais manifestement elle a été attaquée, vu que c'était un livre acheté d'occasion, elle a été attaquée par l'humidité et donc par les champignons. Et j'ai dû malheureusement m'en défaire, mais force est de constater que j'ai su la remplacer au pied levé avec cette nouvelle version. Et je suis impatiente de pouvoir mettre mon nez dedans, parce que figurez-vous que pour ajouter un peu de sel sur cette histoire romanesque, j'ai lu les tomes 2, 3, 4, 5 et 6, mais je n'ai jamais lu le premier et le dernier. Pourtant, à l'époque, j'avais emprunté l'intégrale à une amie. Ainsi, vous faites ce que vous voulez de cette anecdote et de cette information, mais moi je la trouve très drôle. Et dernier livre acheté de 2024, Les Carnets de Cerises, le tome 6, la parenthèse d'oubli. Grosse surprise, je ne m'attendais absolument pas à retrouver les Carnets de Cerises, je pensais que le 5e marquait la fin, mais le duo Joris Chamblin et Aurélie Néré ont décidé de remettre le couvert pour un second cycle, et ma foi, je n'ai pas lu encore ce livre, j'attends la bonne occasion pour pouvoir le faire, mais ma foi, je suis super contente, excitée, enthousiaste et impatiente de pouvoir découvrir cette nouvelle aventure que nous ont concocté ce duo. Je leur fais absolument confiance pour avoir une histoire touchante, intéressante, captivante, drôle aussi, donc j'ai hâte. Et pour la suite des hostilités, on va aller se diriger du côté du flop. Parce que oui, malgré le fait que j'ai passé une bonne année 2024 sur le plan de la lecture, il y a quand même des lectures qui m'ont un peu agacée, qui m'ont rendue triste, qui m'ont énervée, qui m'ont fortement déplu, voire dérangée. Et pour constituer ce flop, je vous le dis d'emblée, j'ai enlevé les livres que j'ai abandonnés. Je les ai abandonnés pour X raisons sur lesquelles je reviendrai dans des updates lecture.
Et pour le coup, je ne sentais pas l'envie, le besoin de les mettre en avant là avec un flop, puisque je me suis dit que ça serait peut-être plus intéressant de parler de ces lectures que j'ai commencées, que j'ai terminées, mais qui finalement m'ont déçue. On va donc commencer par la première déception de l'année qui a suivi mon premier coup de cœur de l'année. C'est-à-dire qu'après avoir lu La comète de Joe Todd Stanton, je me suis dit que ça allait être une bonne idée de lire une bande dessinée qui me faisait envie depuis X années. Elle était depuis la sortie, depuis que j'en avais vu parler matin, midi et soir un peu partout. Je l'avais mis dans ma wishlist et je me suis décidée de l'emprunter à la médiathèque. Et alors là, patatras, ça a été une lecture laborieuse et j'ai pas aimé le traitement de la thématique. Je parle de la bande dessinée des éditions Casterman, Les Petites Distances, une bande dessinée que l'on doit à Vero Caso et à Camille Beniamina. En gros, on y suit l'histoire de Max qui est un homme tellement insignifiant qu'il finit par devenir invisible. Et de l'autre côté, on a Léo, une femme qui a été victime d'un cambriolage et qui apprend à se reconstruire, mais qui manifestement, à cause de son traumatisme, vit en grande partie dans ses rêves. Max va s'installer petit à petit chez Léo et observer sa vie. J'ai pas tellement aimé le fait que cet homme est certes invisible parce qu'il se sent insignifiant, c'est psychologiquement très fort, bien recherché et bien développé. Le problème c'est que cet homme invisible chez une femme qui va donc s'inviter dans tous les coins et recoins de sa vie, bah ça a un côté un peu malsain, je trouve, un côté un peu glauque, un côté un peu voyeuriste qui m'a foncièrement dérangée et j'ai vraiment pas aimé le sous-texte in fine. On va poursuivre avec un livre que j'ai découvert cet été qui s'intitule La petite pharmacie littéraire d'Elena Molini. Le pitch, c'est que pour réaliser son rêve et ouvrir sa librairie au cœur de Florence, Blue a une idée lumineuse, prescrire les livres comme des médicaments. Avec l'aide de Jane Austen, de Charles Bukowski ou encore Agatha Christie, elle entend bien rendre le sourire à tous les clients qui passeront à la porte de la petite pharmacie littéraire. Encore une fois, le pitch de base était génial, mais alors, je n'ai pas compris la structure de l'histoire. C'est-à-dire que j'aurais vraiment aimé avoir une intrigue qui tourne autour de la librairie, autour de sa libraire, autour des clients, autour de ces clients qui arrivent avec différents problèmes dans leur vie, différents, qui sont au carrefour, ils cherchent quelque chose. Et là où c'était très bien traité, très bien écrit, très bien fait avec Michiko Aoyama, donc la bibliothèque des rêves secrets, là ça a été un raté complet puisque le livre tourne beaucoup trop autour de la vie de la libraire, mais sa vie en dehors de la librairie. La vie également de ses meilleurs amis qui sont également ses colocataires. Ça a tourné beaucoup trop à la comédie romantique avec un soupçon de fantastique qui arrive comme un cheveu sur la soupe et qui est hyper mal expliqué, présenté, développé. C'est parti dans tous les sens, ça n'avait aucun but. Il m'a manqué une histoire très clairement, il m'a manqué cet aspect un petit peu feel good. Ça s'appelle La petite pharmacie littéraire et ça n'est ni apaisant, ni drôle, ni bien écrit en plus de ça. Donc je suis passée complètement à côté de ce titre et j'ai eu plus l'impression d'avoir un livre marketing qu'un roman, puisque l'autrice Elena Molini est elle-même libraire et que cette petite pharmacie littéraire, bah c'est sa librairie, puisqu'Elena Molini a ouvert sa librairie de manière à ne pas trouver les récits rangés de manière alphabétique ou par genre ou par tranche d'âge, mais bien par j'ai perdu telle personne, je me sens anxieux. Bah, c'est rangé vraiment comme une pharmacie finalement. Et vu que ça traitait du vécu de l'autrice, j'étais persuadée qu'on allait avoir quelque chose d'un petit peu plus poussé, d'un petit peu plus intimiste, d'un petit peu plus axé sur son, voilà, sur son quotidien, ni plus ni moins de libraire, et ça ne l'a pas fait.
c'était pas du tout l'optique, c'était pas du tout le but de ce récit, je suppose aussi. Donc ma foi, ça a été une déception absolue. On continue ce flop avec une autre lecture sur laquelle je suis passée complètement à côté, à tel point que je me suis posé beaucoup de questions de s'il fallait que je la continue ou l'abandonne purement et simplement. Il s'agit de Bleu comme l'été de Marie-Laine Fouquet aux éditions Sarbacane. Ici, nous sommes dans un road trip forcé avec un surfeur raté. Ce n'est pas l'été glorieux que Prudence, aspirante photographe, avait prévu. Mais fuyant un concours raté, un amoureux qui l'évite et une sœur qui voudrait faire d'elle une babysitter à vie pour ses bambins baveux, l'hypersensible Prudence attrape le premier prétexte venu pour tout larguer et se retrouver coincée dans un van avec un daron au pec impeccable nommé Denis, mais qui tient absolument à ce qu'on l'appelle Dylan. Prudence, elle, ne pense qu'à ses amours, ses espoirs malmenés, ses amis éloignés. Va-t-elle survivre 3 mois à photographier Denis Dylan sous tous les angles pour alimenter son compte Insta au filtre brûlé et hashtag cliché? Un récit qui m'interpellait depuis sa sortie, que j'avais vu passer et sur lequel je n'étais pas appesantie plus que nécessaire. Vous savez à quel point tout ce qui est contemporain, romance, réaliste, j'ai du mal, mais de temps en temps, j'aime bien me faire voilà, des petites découvertes, essayer d'ouvrir mes horizons et de voir ce qui me plaît moins, pour affiner un petit peu, j'allais dire, mon radar vis-à-vis des prochaines sorties ou de ma propre wishlist aussi. Et ce titre, j'avais très envie de le lire pour le Ice Cream Summer Challenge de Mr. Kev. Donc je l'avais emprunté en me disant que voilà, il était pas long non plus, donc ça allait passer, ça allait être assez intéressant. J'aimais bien le principe du road trip, en plus c'était sur la côte atlantique. Le concept de base était rigolo, non, en partie parce qu'on le sait et on l'imagine qu'il s'arrête à la fiction. Et malheureusement, ça ne l'a pas fait. Je suis passée à côté et surtout j'ai beaucoup de choses qui m'ont pas mal agacée durant cette lecture. En gros, le road trip n'est pas l'élément principal. Il n'est pas vraiment mis en avant, il est presque secondaire, voire tertiaire dans tout ce qui va rythmer la vie de Prudence. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage, d'une part. D'autre part, j'ai trouvé le pitch qui est certes très rigolo sur le papier, mais qui en fin de compte se révèle un peu problématique. Une jeune femme de 18-24 ans qui va dans le van d'un pur inconnu pour faire un road trip pendant 3 mois et le photographier sous tous les angles pour un compte Instagram. J'ai trouvé ça finalement pas si bien que ça au final. Surtout qu'en plus de ça, Prudence n'est pas très sympa comme personnage. Je l'ai trouvée détestable, vraiment. Très auto-centrée. Elle est supposée être hypersensible, mais je n'ai vu aucune empathie à l'égard de qui que ce soit. Elle était trop affectée à ses problèmes pour profiter de quoi que ce soit. Et aussi ce qui m'a dérangée, c'est que le fait qu'une de ses amies fantasme sur ce fameux surfeur psychologue et qui a le double d'âge de cette personne. Donc bref, mis bout à bout, plus j'avançais dans le récit, plus je cochais des choses, je voyais des choses qui me déplaisaient foncièrement et que je ne trouvais pas ça très sain à proposer en termes de lecture, surtout quand on sait que c'est un roman à destination de la jeunesse, donc ado, pré-ado. Alors voilà, j'ai fini par me détacher totalement de cette lecture que j'ai détestée foncièrement. Je vais enchaîner avec le prochain livre de mon flop et il s'agit d'Orgueil et préjugés et zombies de Seth Graham Smith d'après le roman Orgueil et préjugés de Jane Austen. C'est un livre que j'ai lu en format numérique. C'est un livre que j'avais eu, il me semble, dans une des très nombreuses box que j'avais reçues au moment du confinement et j'avais jamais pris le temps vraiment de le lire. Il m'a interpellée parce que je suis une immense fan de Jane Austen et d'Orgueil et préjugés en particulier et j'avais très envie de voir un peu comment c'était réécrit, revu avec cette sauce un peu zombie qui certes n'est pas du tout
du tout dans mon truc de base. Alors c'est vraiment pas ma tasse de thé, les zombies, l'horreur. Mais je me suis dit cette année, tiens, pour le Pumpkin Autumn Challenge et parce que j'avais envie d'avoir un petit mood Halloween, je me suis dit, banco, ça fera parfaitement l'affaire pour ce 31 octobre. Et alors je n'ai strictement rien compris à l'histoire. Clairement et simplement, c'est une réécriture de Jane Austen. Mais quand je vous dis que c'est une réécriture de Jane Austen, c'est paraphrasé. J'ai quasiment ouvert mon exemplaire de Jane Austen et je pouvais lire les deux en même temps, tellement c'est la même chose. En fait, il n'y a eu aucun travail de réécriture à proprement parler. Quand on ouvre les chroniques lunaires de Marissa Meyer, on a une réécriture de Cendrillon, de Petit Chapeau Rouge, de Réponse ou encore de Blanche-Neige. Mais là, vraiment, c'est le roman de Jane Austen pompé de A à Z avec de temps à autre des incursions de zombies qui n'ont ni queue ni tête. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune explication, aucun approfondissement de cet univers un peu horrifique, fantastique. En plus de ça, j'ai trouvé que ça partait vraiment trop n'importe comment, n'importe où, en termes de dialogue. J'ai noté que quelquefois j'étais à la limite de me poser la question à plusieurs reprises de savoir est-ce que la personne qui l'a écrit a un quelconque respect vis-à-vis de l'Asie, parce qu'il y a des réflexions, des propos, des choses qui m'ont vraiment percuté et fait plusieurs fois poser la question de savoir ce que l'auteur a pu faire, parce qu'en termes de clichés, on a quand même un level assez corsé, je trouve. Je voulais quelque chose d'horrifique, mais pas trop non plus marqué sur l'horreur, parce que c'est vraiment pas mon truc. Mais là, c'était burlesque en fait. C'était beaucoup trop comique. Et ça m'a souvent fait lever les yeux au ciel et j'ai fini par le lire en diagonale. J'aurais même dû l'abandonner, clairement. Je vais rester dans le Orgueil et Préjugés de Jane Austen, ou du moins dans la période historique et dans ce phrasé, puisque c'était une des sous-catégories plutôt d'un des menus du Pumpkin Autumn Challenge de Gimoz. Et il y avait une référence à Orgueil et Préjugés, donc j'avais profité de cette catégorie pour mettre plusieurs titres autour de Jane Austen, dont celui-ci qui est Coup de foudre à Austenland. Une fois n'est pas coutume, c'est également un livre numérique que j'avais reçu lors d'un confinement et donc je me retrouve à le commencer me disant que je vais passer un bon moment. On a d'un côté cet aspect reconstitution des romans de Jane Austen, donc c'est un château en Angleterre qui fait de la reconstitution un petit peu historique et qui permet un peu de faire j'allais dire du jeu de rôle grandeur nature, du GN pour les initiés, autour de Jane Austen. Vous arrivez, on vous habille comme à l'époque et vous vivez votre vie et vous rencontrez des comédiens qui se prennent pour des personnages ou des simili-personnages de Jane Austen. Et voilà, le concept était très cool, l'idée était intéressante d'avoir cette jeune fille qui rêve nuit et jour à grand amour façon Fitzwilliam Darcy et qui justement hérite d'un voyage à Austenland pensant l'utiliser soit pour confirmer et trouver le grand amour, soit surtout pour se soigner de cette addiction à Jane Austen et notamment au fait que toutes ces relations se retrouvent forcément à échouer puisque personne ne sait surpasser Darcy. Donc le pitch me plaisait et j'avais envie de quelque chose d'un petit peu léger et qui corresponde un petit peu à l'aspect comédie romantique, ce qu'on appelle les rom-coms. Donc je m'étais dit tiens, pas mal, ça pourrait peut-être matcher. En plus de ça, ça respecte les codes du menu du Pumpkin Autumn Challenge, donc je me suis dit il y avait peu de chances que je passe un aussi mauvais moment. Et en fait, si, j'ai passé un mauvais moment.
effectivement, je ne l'ai pas trouvé très intéressant. L'écriture n'était pas sensationnelle, c'est très plat. Il n'y avait pas beaucoup de description, pas beaucoup d'immersion possible. Le côté parc Austenland était pas développé, était pas travaillé. Il y avait d'excellents... En fait, le plus frustrant dans cette histoire, c'est qu'il y avait des choses, des atouts, des éléments qui étaient hyper intéressants et qui développés, mieux structurés, auraient pu donner quelque chose de beaucoup plus impactant. Peut-être une critique sur tout ce qui serait peut-être télé-réalité, tout ce qui serait peut-être de l'ordre de la reconstitution, de l'ordre du jeu de rôle, du théâtre. On aurait pu partir sur des choses très intéressantes, des critiques constructives comme des choses plus poussées, plus positives aussi. Et en fait non, c'est très plat, c'est pas très intéressant. Les romances, parce qu'il y a une espèce de triangle amoureux, et je déteste les triangles amoureux, donc c'était compliqué, surtout qu'en plus ces personnages sont pas hyper développés, donc ils ne sont pas très attachants non plus, et l'écriture qui est pas impactante, ça me... Voilà, j'ai mis très peu de temps à lire ce livre numérique, mais il m'a vraiment pas marqué et il était décevant sur plein de choses. Assez parlé des lectures qui m'auront déplu foncièrement pour cette année 2024. On va aller du côté des lectures qui m'enchantent, qui m'ont fait plaisir, que j'ai surkiffé durant cette année 2024. On va donc commencer avec un très gros coup de cœur pour cette année 2024. Il s'agit d'un livre à destination des 9-12 ans, édité par Milan, et on le doit à Veronica Cosantelli, illustré par Melissa Castrillon, d'après le roman de Wyke Smith. Il s'agit du merveilleux pays des Snerg. Je vais vous donner juste des mots-clés. Nous avons des orphelins qui en ont assez de règles strictes. Ils vont donc désobéir et s'enfuir, mais ils vont tomber sur une rencontre qui manifestement vont les mener à découvrir tout un monde fantastique avec des ours qui sentent la cannelle, des ogres véganes, des méchants, des sorcières, des trolls, mais surtout des snergs qui sont des petites personnes vivant en harmonie avec la nature, dotées d'un grand courage certes, mais aussi d'une certaine candeur, naïveté, maladresse. Bref, c'est un roman d'aventure et de fantaisie qui est absolument génial. Vraiment, j'ai commencé cette lecture, je savais que ça allait me plaire, mais je pensais pas à ce point-là. C'est drôle, c'est pétillant, c'est bien écrit, c'est super entraînant, il se passe toujours quelque chose, et surtout, c'est apaisant, relaxant, doux, mignon, sans compter ces petits snergs qui ne sont pas sans rappeler les hobbits, et c'est normal, puisque Tolkien s'est inspiré du roman de Wyke Smith pour créer les hobbits. Donc si ce que je viens de vous dire ne vous a toujours pas convaincu qu'il faut lire ce livre ou le faire lire à la tranche d'âge visée, donc les 9-12, sachez que vous avez également un chambellan de la confiture et que les snergs n'hésitent pas, n'ont pas d'argent certes, mais ils n'hésitent pas à troquer un service ou un objet avec une monnaie très spéciale qui est à raconter des histoires. En conclusion, c'est un très chouette roman et j'ai hâte d'être peut-être dans 1, 2, 3, 4 ans, ne serait-ce que pour pouvoir avoir le plaisir de me remettre dedans. On enchaîne avec une autre excellente lecture de 2024, je vous l'ai présentée en tout début de vidéo, mais je vous le remets ici. Il s'agit de Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson aux éditions Big Bang, qui est en fait une collection de chez Castelmore. Nous avons Elisabeth qui est élevée dans une grande bibliothèque et qui manifestement a le devoir de les protéger puisqu'ils renferment tous de la magie et que la magie c'est pas bien. Tout va partir à volo le jour où un des plus terrifiants grimoires se transforme en monstre de cuir et d'encre semant mort et destruction. Comme elle est accusée de l'avoir libérée et qu'elle est forcée à comparaître devant la justice de la capitale,
Élisabeth se retrouve prise au piège d'une conspiration vieille de plusieurs siècles, et c'est bien malgré elle qu'elle va devoir trouver secours auprès du sorcier Nathaniel Thorne et de son mystérieux serviteur Silas. Nous avons donc un roman de fantasy et vraiment j'insiste dessus parce que je sais qu'on a écrit que c'est une histoire d'amour passionné qui se dévoile peu à peu, un univers dans lequel on a envie de se perdre. Je sais qu'il est rangé dans les romantaisies, mais perso, j'arrive pas à voir d'où, comment, pourquoi, parce que clairement, si je dois additionner les instants dits de romance, bah finalement, sur un bouquin de 500 pages, il n'y en a pas tant que ça, hein. Je sais même pas si ça occupe 100 pages pour être tout à fait honnête. Certes, on a deux personnages qui se rencontrent, qui vont devoir composer, apprendre en fait à travailler ensemble, qui vont devoir voilà, s'allier et peut-être déjouer les préjugés qu'ils ont les uns envers les autres, mais ça ne constitue pas pour autant une romance. On a quand même deux personnes qui sont face à quelque chose qui les dépasse totalement, à un complot qui est vieux de plusieurs centaines d'années. On a pas mal d'événements, de rebondissements, de péripéties, de choses et d'autres qui viennent tellement accaparer notre attention que finalement je trouve que la romance elle est presque secondaire. Certes, elle est là, mais elle ne prend pas autant de lumière que l'histoire autour de ce complot, de ces livres, de cette magie. Il y a quand même tout un univers qui est développé, peut-être pas autant au goût de certains, mais qui est quand même présent. Donc, ma foi, je suis sceptique sur le côté romantasy. En revanche, c'est un excellent roman de fantasy, une belle aventure, je me suis plongée dedans tête la première, je l'ai lu en peu de temps, c'est hyper bien écrit, je trouve, bien précis sur l'ambiance, les émotions, sur les dialogues, bien fichu en termes de narration, en termes de construction d'intrigue. Donc j'ai pris un grand plaisir à le lire, à tel point que j'ai acheté, à peine fini ce livre, j'ai acheté le tome compagnon, que j'ai gardé certes au chaud jusqu'à l'hiver puisqu'on avait un compte hivernal, mais ça donne une petite idée d'à quel point j'ai été complètement embarquée dedans, parce que c'est très rare que j'achète la suite ou des tomes compagnons aussi rapidement. On va terminer avec le troisième roman que j'ai présenté dans ce top 10. Il s'agit de Noblesse oblige de Maïwenn Alix aux éditions Slalom. Ici, on est donc dans la révolution de 1789 qui n'a pas abouti et la France est dirigée par le roi Louis XXI. Et pour assurer, on va dire, le soutien du peuple, la monarchie a décidé de mettre en scène son faste à travers une multitude d'émissions de télé-réalité et parmi ces émissions, on trouve Noblesse oblige, à savoir un programme qui, chaque année, suit une poignée de jeunes roturières soi-disant élues, à qui on offre la chance de rencontrer de très grands héritiers et donc de faire un mariage avantageux. Et pour l'histoire qui nous intéresse ici, nous avons Gabrielle qui est secrètement anti-royaliste et qui apprend qu'elle fait partie des candidates de cette nouvelle édition Noblesse oblige. C'est donc une occasion en or pour infiltrer la monarchie et la cour et d'y dénoncer tout ce qui se cache. Mais pour Gabrielle, elle va découvrir des choses qu'elle ne soupçonnait pas et des dossiers un petit peu trop brûlants. Autant les deux autres romans, c'était à peu près sûr que j'allais passer un bon moment avec, autant celui-ci, j'étais hyper hypée par le concept, mais je ne pensais pas autant l'aimer. Et ça a été un vrai gros coup de cœur, une excellente surprise et surtout une claque monumentale parce que mine de rien, en l'espace de moins de 400 pages, hein, ouais, c'est ça, moins de 400 pages, ça envoie du pâté du début à la fin. On a là une histoire d'Uchronie, donc un changement perceptible dans l'histoire telle qu'on la connaît, qui a conduit à quelque chose de dystopique, puisqu'on est complètement dans un univers qui a repris les codes, on va dire, de la monarchie absolue du XVIIe, XVIIIe siècle, pour les incorporer avec quelque chose qui nous paraît complètement familier, puisqu'on retrouve des objets un peu de notre quotidien, mais fait différemment, de telle sorte à
ce qu'on se dit, c'est incroyable le travail de documentation, d'ambiance, de référence auquel l'autrice a dû faire face pour donner ce qu'il fallait, où il le fallait, de sorte à ne pas nous noyer non plus sur trop de documentation, mais de manière quand même à bien ficeler le décor. En plus de ça, j'ai trouvé le concept de noblesse oblige très intéressante parce que je m'attendais à avoir quelque chose de l'ordre de la sélection de Kerakas, mais le roman va beaucoup plus loin. Il va même très très loin parce que ça parle énormément de télé-réalité, c'est très documenté et c'est hyper bien fichu sur justement les coulisses, comment elles sont pensées, comment elles sont construites ces émissions, et c'est hyper glaçant. En plus de ça, je trouve que, et la maison d'édition a bien fait de mettre des avertissements en début d'ouvrage, on n'est clairement pas du tout dans un roman qui est fait pour la jeunesse, ni même pour les ados. On est clairement sur quelque chose où ça envoie du très lourd. En termes de violence, je trouve qu'on est gratiné. C'est glaçant, c'est perturbant et dérangeant, mais c'est toujours traité de manière à être empathique avec les victimes, de manière à remettre clairement en cause le système établi, les choses qui s'y déroulent. C'est hyper moderne, féministe, c'est hyper sororité à fond. J'ai adoré cette lecture qui m'a complètement retourné le cerveau. Je l'ai quasiment lu d'une traite et accompagnée avec une petite playlist pas piquée des hannetons en matière de classique. Je trouve qu'on a là une excellente expérience de lecture. Je vais passer au seul et unique manga de ce top 10 qui est donc Fangirl de Sam Maggs et de Gaby Nam, inspiré bien évidemment du roman Fangirl de Rainbow Rowell, et ce manga vous le trouvez dans la collection Waves qui appartient à Delcourt. L'histoire suit bon an mal an l'histoire du roman de Rainbow Rowell. Nous avons deux sœurs jumelles qui ont absolument un caractère très différent, et si Erin adore la vie étudiante, est super ravie de pouvoir faire la fête, des rencontres, c'est pas le cas de Kat qui, elle, est fan absolue de Simon Snow, qui est une saga très connue d'un petit sorcier qui mène voilà, ses petites aventures, et Kat, elle est connue pour écrire de la fanfiction sur cet univers. Kat, elle va appréhender un peu la fac, c'est un peu le passage douloureux à l'âge adulte, c'est l'anxiété, c'est la foule, c'est toutes sortes de questions sur la gémilité, sur la romance aussi, sur l'amitié, sur sortir un peu de sa zone de confort. C'est également plein d'histoires, plein de choses, plein de petits éléments hyper intéressants sur tout ce qui est écriture, sur la fanfiction, sur le fandom en général, bref. Fangirl, c'est un excellent roman si vous ne l'avez déjà pas lu, mais en plus de ça, c'est une très très bonne lecture en matière manga puisque l'adaptation est absolument réussie. Vraiment un très très gros coup de cœur pour les dessins qui sont hyper élégants, hyper soignés, qui rendent les personnages hyper attachants, hyper prenants. J'ai adoré toutes les thématiques soulevées. Certes, c'est là le premier tome sur les 4, mais j'adore cette ambiance très automnale puisqu'on a la rentrée des classes, on a voilà, tout l'automne qui se déroule, on arrive aux premières planches où on sent les premiers frimas de l'hiver. C'est prenant, c'est très chouette, c'est émouvant, c'est touchant, c'est bien écrit. Je pourrais passer des heures à parler de Fangirl parce que c'est vraiment un régal, et j'ai adoré cette version parce que je la trouve fidèle, et je trouve même qu'elle vient ajouter des petites choses, qu'elle vient compléter le roman de Rainbow Rowell. Donc vous avez tout à gagner à découvrir ce manga. Unique bande dessinée de ce top 10, j'ai retenu un de mes gros coups de cœur. J'ai longtemps hésité avec un autre titre, mais malheureusement je trouve que celui-ci est beaucoup plus parlant parce qu'il m'a vraiment énormément séduite, et j'ai hâte de pouvoir me le prendre pour ma bibliothèque perso, mais aussi d'enchaîner avec le tome 2 quand il sortira. Il s'agit de La Marche Brume,
le premier tome, Le souffle des choses, de Stéphane Fert, aux éditions d'Argo. Et pour la petite histoire, on va suivre Tempérance, qui est une petite fille qui a été élevée dans une communauté de sorcières et qui se retrouve à devoir quitter cette communauté très chargée en sororité pour devoir suivre sa voie, puisque manifestement elle a un lien très poussé avec la brume qui vient envahir un petit peu et dévorer tout sur son passage. Donc c'est une histoire qui emprunte énormément au code du conte, au code de la fantaisie, mais également énormément du côté de la fable écologique, puisqu'il y a tout un cheminement de pensée sur la nature, sur les horreurs faites par les hommes, dans le sens large, le mot homme. On a cette communauté magique avec cette petite expédition qui se monte, histoire d'aller à la source de la brume pour qu'elle cesse d'envahir tout et de pervertir tout aussi sur son passage. Donc c'était une histoire vraiment bien ficelée pour un premier tome. Ça n'a pas été seulement que de l'introduction à tout un univers, à des personnages, ça allait au-delà. On a vraiment une intrigue qui se noue avec plusieurs éléments qui sont hyper intéressants, j'ai trouvé de mon point de vue. J'ai beaucoup aimé les personnages, notamment Tempérance qui est incroyable je trouve. J'ai adoré cette ambiance un petit peu sarcastique, un peu pétillant, où se mêlent des choses qui sont un peu plus horrifiques, un peu plus tendues, un peu plus violentes aussi. Ce n'est pas une bande dessinée jeunesse, je tiens à le préciser, c'est une bande dessinée adulte, mais c'est vraiment... c'est hyper bien dessiné en plus de ça. Moi j'ai adoré que ce soit les designs des personnages, que ce soit les ambiances colorées. J'ai trouvé ça hyper intelligent, j'ai bien aimé la répartition en chapitres qui rappellent en fait ni plus ni moins que des chapitres de contes ou d'histoires. Donc ouais, je trouve que l'objet, la maquette, les dessins, le texte, les thématiques abordées sont vraiment super bien pensées et je ressortais de cette lecture totalement conquise avec l'idée que j'ai vraiment hâte d'avoir la suite. Le prochain livre est un peu, j'allais dire, au carrefour de plusieurs genres, je trouve, entre l'album jeunesse et la non-fiction. Je l'ai trouvé vraiment très intelligent et très amusant aussi. Je trouve que c'est un bel objet, que c'est une bonne idée également à mettre entre toutes les mains, en particulier celle des enfants, parce que j'ai trouvé vraiment le concept apaisant. Or c'est peut-être moi parce que j'ai un fixe total sur les couleurs, pas seulement en tant qu'autrice, mais j'ai bien aimé le découvrir et c'est le genre d'album que j'adorerais avoir dans ma bibliothèque perso. Il s'agit de Colorama, imagier des nuances de couleurs, de Cruciforme et aux éditions Gallimard. Cruciforme nous convie à un fabuleux voyage au pays des couleurs, mauve, fauve, blanc polaire, les glacières, barbe à papa, fleurs de sakura, bleu ciel, fleurs de sel. Chemin faisant, nous perçons les secrets de ces nuances qui nous enchantent. D'où vient l'indigo? À quoi sert le brin de momie? Quel est le point commun entre une fraise et une feuille d'automne? Ce merveilleux nuancier nous donne à voir, à apprendre et à rêver l'univers poétique des couleurs grâce à 133 nuances soigneusement choisies par l'auteur. Je pense que le résumé a tout dit, on est sur un album qui est assez épais, qui nous propose comme ça, page après page, de découvrir différentes nuances de couleurs, des couleurs chaudes, des couleurs froides, du noir, du gris, du blanc, et ça va comme ça suit tout un chemin. Et ce que j'ai aimé, c'est que c'est clair, lisible, compréhensible. On a sur la page de droite la couleur qui est en pleine page, et sur la page de gauche, je vous disais le nom de la couleur, mais pas seulement. On a aussi une petite anecdote, une petite histoire autour de cette couleur. Ça peut être une histoire de type scientifique, comment on invente cette couleur, une histoire sur à quoi elle a servi, pourquoi elle s'appelle comme ça. Bref, c'était hyper enrichissant, pédagogique, lisible, passionnant. Moi j'avoue j'y ai passé vraiment des heures parce que je l'ai ouvert et je l'ai jamais lâché. J'ai tout lu d'une traite tellement c'était fascinant.
je comprends parfaitement pourquoi il a été pépite de l'album jeunesse 2017 au Salon du Livre et de la presse jeunesse à Montreuil, parce que clairement il est très chouette. Je vous ai présenté dans le mood général un livre qui a été le premier livre de cette année 2024 et qui avait été un gros coup de cœur puisqu'il m'a permis de découvrir l'univers de son auteur et par la suite d'emprunter quelques autres livres de sa bibliographie, et qui m'a donné aussi envie de renouveler l'exploit pour cette année puisque je n'ai pas fini de découvrir tout ce qu'il a fait. Il s'agit de La Comète de Joe Todd Stanton. Et c'est un album jeunesse que l'on doit à la maison d'édition L'École des Loisirs. Et du côté du résumé, à cause du nouveau travail de son père, Mila doit quitter son paradis terrestre en pleine nature pour la grande ville triste et grise. Se laisser priver longtemps des plantes, des vagues, des arbres, des fleurs et surtout de la comète qu'elle a vue pour une belle nuit, pas question. Riche de ses souvenirs, de ses rêves, de son sens de l'observation, de ses crayons et d'un peu de magie, Mila réagit. C'est un album jeunesse que j'ai trouvé vraiment très beau. Il a une manière d'être présenté, d'être maquetté qui est très intéressante puisqu'on a quelque chose qui est, on va dire, au carrefour entre la bande dessinée et l'album jeunesse. C'est-à-dire que l'auteur a découpé son histoire de manière à avoir des petites vignettes qui se succèdent, d'avoir des pleines pages, d'avoir des doubles pages entières, d'avoir juste une petite illustration avec beaucoup de texte en amont. Enfin, il a vraiment, je trouve, déstructuré son album de manière à rendre la lecture dynamique, à rendre les choses très intéressantes puisque finalement il y a peu de texte mais beaucoup d'illustrations. On voit surtout ce jeu entre l'ancienne vie de Mila et la nouvelle. On voit l'apparition de cette comète qui vient tout bouleverser dans le quotidien de Mila, qui se sert de l'imagination pour se sortir de ce quotidien qui est devenu bien morne. Donc j'ai aimé la thématique du déménagement, celle de l'ode à l'enfance et à l'imaginaire, le côté rapport aux étoiles, à la nature. C'était hyper émouvant, très touchant, bien écrit, des illustrations qui sont magnifiques avec ces contrastes bleu-jaune qui sont délicieux à regarder. Donc c'était une excellente découverte et j'ai vraiment hâte cette année 2025 de continuer le périple en découvrant cette fois-ci peut-être la bande dessinée de Joe Todd Stanton qui est, me semble-t-il, La famille Vieille Pierre, je crois. Donc j'ai hâte. Puisque l'on est dans les excellentes découvertes en matière d'albums jeunesse, mais surtout d'auteurs, d'autrices jeunesse, je vais vous parler d'une autre découverte qui vraiment, je l'ai faite cet été complètement au hasard. Je ne pensais pas emprunter ces livres de prime abord. Je savais qu'elle était connue, reconnue dans le milieu, que ces albums plaisaient beaucoup, mais j'étais jamais tombée dessus. Et donc là, cet été, j'ai pu découvrir une super histoire de cow-boy. J'ai enchaîné avec Björn, qui compte 3 livres. J'ai également pu emprunter Vezo Vele Tupolek, mais j'ai choisi pour ce top 10 de mettre le dernier qui vient de paraître parce que je pense qu'il mérite quand même d'être un petit peu plus mis en avant et que j'ai adoré le concept et que vraiment si elle en fait d'autres, je suis partante jour 1 pour les acheter. Il s'agit de Delphine Perret avec Le Gros Livre aux éditions Les Fourmis Rouges. As-tu envie de rencontrer Super Content, le super héros, Mille Poussin maladroit ou Gilbert et Gencive? Bonne nouvelle, ils sont tous dans ce gros livre que tu vas bientôt lire si tout se passe bien. C'est un livre qui contient plusieurs histoires. Il est tout petit, d'où déjà le décalage avec son nom, Le Gros Livre. Mais effectivement, vous avez pas moins 15-17 petites histoires à savourer au fil du temps. C'est techniquement un livre qui est pensé pour être amené partout, pour être manipulé, pour être lu un petit peu, beaucoup, d'une traite, juste de temps à autre. Bref, c'est un livre, un recueil d'histoires qui fait extrêmement plaisir tellement c'est drôle. On retrouve l'humour décalé, loufoque de l'autrice, on retrouve sa plume qui est
je trouve assez poétique. On retrouve les jeux de mots, on retrouve le travail du texte allié à l'image. On retrouve une bonne grande dose de fantaisie. J'aime énormément le style graphique qui est certes très léger avec cette plume en noir et blanc et ce trait très spécifique à Delphine Perret que j'avais déjà découvert dans les ouvrages précédents. Moi c'est un régal, chaque fois que j'ouvre un livre de Delphine Perret je rigole beaucoup parce que on ne sait jamais à quoi s'attendre, c'est toujours surprenant, chaque page ouverte c'est presque une aventure à part entière, donc vraiment si vous avez l'occasion de découvrir le Bon Gros Livre, je ne peux que vous le recommander parce que c'est pépite. Il me reste donc 2 livres à vous présenter dans ce top 10 et je vais passer très rapidement dessus puisque ce sont 2 ouvrages de non-fiction. Nous avons donc l'anthologie illustrée de l'univers mystérieux par Will Gatter aux éditions Ozu, qui est tout simplement un livre qui vous propose un voyage depuis la Terre jusqu'aux confins de l'univers à la rencontre d'étranges planètes, d'étoiles lointaines et de galaxies complexes. Percer les secrets de plus de 100 objets célestes, observer des phénomènes surprenants et comprendre des incroyables découvertes scientifiques, avec évidemment des doubles pages. Chaque double page donne lieu à un élément céleste en particulier et on part de la Terre pour aller de plus en plus loin, de plus en plus loin et encore de plus en plus loin. Bref, j'ai adoré ce concept d'aller du plus précis sur Terre au plus lointain. C'est bien fichu, c'est très bien écrit. Ce sont des petites anecdotes, des petits faits, pas besoin de beaucoup de texte, hein, vous allez voir. Vous avez vu, je vous ouvre une double page au pif et il n'y a pas beaucoup de texte, mais qu'est-ce que c'est hyper pédagogique et bien fichu. Un texte simple, clair, compréhensible, accessible par tous et toutes, avec des petits dessins, de magnifiques illustrations photographiques. C'est un régal. Si vous êtes comme moi passionné d'étoiles, d'espace, ou si vous avez près de vous un passionné, un curieux de ce genre de thématique, ça c'est un livre à offrir parce qu'il est magnifique sur toute la ligne. Dernier ouvrage de ce top 10, je vais vous présenter le livre des maisons extraordinaires, l'art de Seiji Yoshida, et on doit ce livre aux éditions Elitis. Le principe est très simple et là aussi je vais aller assez rapidement, c'est un excellent artbook sur Seiji Yoshida qui nous propose diverses maisons. Et quand je dis bien diverses maisons, c'est parce qu'il brasse plein d'époques différentes, des genres de l'imaginaire aux maisons les plus réalistes possibles et différentes thématiques également puisqu'on a des moulins, on a des maisons qui sont des bibliothèques, on a là par exemple le laboratoire du botaniste excentrique, le bureau d'information blindé, bref vous aurez compris c'est des maisons à perte de vue avec un excellent travail en matière d'illustration puisqu'on a la maison qui est présentée, puis le détail intérieur, les plans, des fois il y a même plusieurs pages sur une même maison puisqu'on s'attaque aussi au train de vie ou à quelque chose de plus spécifique, de plus croustillant. Donc j'ai adoré, c'est hyper facile à lire, j'ai bien aimé les petites annotations pour expliquer divers éléments qu'il y a dans les illustrations. C'est passionnant, c'est un vrai livre d'inspiration, de référence qui, ma foi, m'en a mis plein les mirettes et je suis plus que ravie d'avoir ce livre dans ma bibliothèque parce que je le trouve génial et j'ai passé un excellent moment de lecture avec. Et si jamais ça vous intéresse, je peux que vous le recommander à 4000%. Dernière partie de cette vidéo, l'année 2025. En gros, cette partie, c'est un petit peu objectif, attente, sortie qui vraiment met mes sens en alerte. Et on va commencer par quelque chose d'assez basique. J'aimerais lire 150 livres en 2025. J'en ai lu 158, c'est peut-être hautement faisable. Ce que j'aimerais aussi et surtout faire, c'est d'améliorer les stats en matière de livres audio ou de livres numériques.
Donc plus de 2 livres numériques et plus de 5 livres audio, ça pourrait être sans patoche. Ensuite, il y a toutes les questions qui sont liées aux séries, aux sagas déjà commencées. Comme d'habitude et comme les années précédentes, l'objectif étant de continuer ces séries, voire de les terminer. Dans le même temps, j'ai pas envie non plus de m'interdire quelques découvertes. J'avais noté dans le tas des livres-jeux, des livres dont on est le héros, de nouveaux auteurs, de nouvelles autrices. J'avais également marqué des maisons d'édition, puisqu'il y a des maisons d'édition qui attirent mon regard depuis quelques temps et sur lesquelles j'aimerais découvrir un ou deux titres de leur collection. Je pense à Nemos, je pense à ActuSF, je pense à La Talente, mais ce sont 3 noms parmi tant d'autres. J'ai également mis que j'avais très envie de lire des classiques de littérature jeunesse, de littérature de l'imaginaire, parce qu'il y a beaucoup de noms qui sont sortis depuis X années, qui continuent d'écrire ou qui sont reconnus comme étant des classiques du genre et que je n'ai jamais pris le temps de découvrir, donc ça pourrait être une bonne idée de faire ça en 2025. Puisqu'on est sur des objectifs purement lecture, j'aimerais énormément relire quelques titres qui me font envie. J'ai cité Les Chroniques lunaires de Marissa Meyer, mais c'est pas la seule série qui me tente beaucoup. J'aimerais relire Eragon, j'aimerais relire Le Seigneur des Anneaux, il y avait les Percy Jackson, on avait également Oniria, enfin bref, j'avais fait toute une petite liste fut un temps pour relire certains titres. Et j'espère avoir le temps en 2025 de pouvoir faire ça parce que, mine de rien, avoir relu l'Histoire sans fin en fin de décembre 2024, bah, ça m'a fait dire que c'était une bonne idée parfois de prendre ce temps aussi, de s'accorder ce droit de relire certains livres. Objectif purement livresque, la pile à lire bien évidemment, qui au jour du 25 janvier 2025, c'est-à-dire le jour où je tourne cette vidéo, est actuellement à 30 livres à lire. Ça va, je connais des piles à lire qui sont beaucoup plus fournies en termes de livres à lire. Moi ça va, 30 livres, surtout que dans l'eau on a des graphiques de la non-fiction, ça devrait être parfaitement possible, pensable de baisser la pile à lire. Il y a les objectifs qui sont liés à tout ce qui est blog, chaîne Booktube. Pour le coup, j'ai noté que j'aimerais énormément découvrir d'autres blogs, d'autres chaînes YouTube autour de la lecture, notamment tout ce qui va tourner littérature jeunesse, les lectures graphiques, donc manga, bande dessinée, album jeunesse, mais également littérature de l'imaginaire ou feel good. Et ce que j'entends par feel good, c'est la cosy SF, la cosy fantasy. On va avoir aussi tout ce qui tourne autour des romances feel good, des romances de Noël, mais sympathiques et cool à lire, hein, donc pas de choses trop sombres, trop dark. Tout ce qui est dark romance, c'est vraiment pas mon rayon. Et tout ce qui est feel good, ça va aussi englober la littérature dite japonaise. Donc je vous ai parlé de Michiko Aoyama, la bibliothèque des rêves secrets, mais ça va être également Tant que le café est encore chaud. On va être sur pas mal de titres, je pense, des éditions Nami. Donc ça aussi, c'est une maison d'édition que j'aimerais découvrir en 2025. Donc voilà, j'aimerais découvrir non seulement des blogs, mais aussi des chaînes YouTube qui parlent de ces lectures-là, parce que ça pourrait être une bonne idée. Alors j'ai peut-être pas besoin, avec 800 livres dans ma wishlist, de l'augmenter encore plus, me direz-vous, mais il y a toujours le moyen de les trouver en occasion ou de les emprunter à la bibliothèque. Donc voilà, si jamais vous avez des noms, des chaînes, des blogs à me recommander, je prends complètement. Même si c'est votre propre blog et votre propre chaîne YouTube, ça marche aussi. Et dans les objectifs de 2025, j'avais choisi dans ces 30 livres de ma pile à lire, 12 que j'aimerais absolument lire en 2025. Et parmi ces 12, je vais vous en sélectionner juste 5 parce que je trouve que c'est déjà pas mal et que vous avez peut-être déjà beaucoup de lectures en tête avec cette vidéo. Je vais pas surcharger non plus la donne. Je vais évidemment pour 2025 grave envie de lire L'espace d'un an de Becky Chambers, qui est le premier tome de sa saga Les Voyageurs. Donc on est dans de la cosy SF.
J'adore la science-fiction, j'aime beaucoup le résumé. Quelque part, ça me fait écho, ça me rappelle des petites choses que j'aime beaucoup, puisque ça me rappelle plus ou moins des éléments de Mass Effect, qui est un de mes jeux vidéo préférés, qui est un jeu vidéo SF. Donc impatiente de pouvoir le lire, vraiment. Autre lecture que j'ai hâte de commencer, même si je vais attendre le printemps pour le faire, c'est le dernier tome des Mémoires de la forêt de la saison des adieux de Michael Brun-Arnaud et illustré par Sanoé aux éditions L'École des loisirs. Je vous disais, c'est le dernier tome et il a une couverture, une tonalité, des couleurs, une ambiance très printemps. Par conséquent, je vais le garder encore chaudement quelques mois avant de pouvoir savourer cette fin qui sera, je le sais d'emblée, aussi douce qu'amère. Dans la saga, j'aimerais terminer une série commencée. Il s'agit des 6 couronnes écarlates, dont voici le deuxième et dernier tome, La promesse du dragon d'Elisabeth Lim aux éditions Rajo. Donc j'avais surkiffé le premier tome, je me suis précipitée pour acheter celui-ci et je ne l'ai toujours pas lu. Donc là aussi, couverture très printemps, et j'aime bien lire la fantaisie extrême orientale qui se sert en fait du folklore asiatique pour créer tout un univers de fantaisie. J'aime beaucoup ce type de littérature pour le printemps. Donc je suis impatiente de savoir dans quelle direction l'histoire va partir, comment elle va se terminer, ce qui va s'y passer. Je suis absolument trop contente de retrouver la petite Shiori. Autre petite découverte de Derrière les fagots, je ne connaissais absolument pas l'existence de ce titre avant de le voir chez Alex Moukine en Prada. Je ne sais pas ce qu'elle en a pensé, mais voilà, le simple fait de voir le titre, cette très belle couverture, le jaspage, le résumé qui nous fait dire que tout l'univers est pensé, construit autour des oiseaux. Moi qui suis absolument fan d'oiseaux, je me dis je ne peux pas passer à côté. On est sur de la fantaisie jeunesse, ado. Voilà, comme je vous ai dit, le côté apprendre à lire et à manipuler l'avenir, connaître le futur, le côté univers basé sur tout ce qui est aviaire, les oiseaux. Il m'en fallait pas plus vraiment pour sauter sur l'occasion et je suis très reconnaissante envers ma sœur qui me l'a offert à Noël. Pareil pour le Becky Chambers, grand merci parce que vraiment j'ai vraiment hâte de mettre mon nez dedans. Petit bijou qui me faisait envie depuis sa sortie, que j'ai repoussé l'achat, mais tous ces bons avis, ces bons échos ont fini par avoir raison de moi. Et j'ai fini par craquer pour Reine de l'Ouest de H. Lenoir aux éditions Serbacane. Et c'est un livre qui est un livre historique, en gros. C'est un western dont vous êtes l'héroïne. Comme je vous ai dit, j'ai découvert la début d'année 2025, actuellement d'ailleurs, livre-jeu, et j'ai toujours aimé, quand j'étais plus petite, ado, jouer avec ces livres dont vous êtes le héros. J'avais très envie de retrouver un peu cette vibes jeu de rôle, et donc quelle occasion d'avoir un western historique avec des destins différents. C'est une belle briquette, mais j'ai l'impression que peu importe le nombre de fois où on le lira, on n'aura jamais la même aventure. Donc l'objet, le concept me passionne. Je vais probablement le garder pour cet été, mais j'ai tellement hâte de pouvoir m'amuser avec, ça a l'air génial. Et on va donc finir en beauté avec ces livres qui me tentent pour 2025. Rassurez-vous, je vais aller très vite parce qu'on n'a pas forcément tous les résumés, qui sont pas tous sortis en plus de ça, et que voilà, c'est une curiosité qui est très poussée. J'espère vraiment pouvoir les acheter, les lire d'une façon ou d'une autre. Mass Critique Babelio, achat neuf, d'occasion, emprunt bibliothèque, peu importe. Mais je suis que joie à l'idée de découvrir ces récits. Nous avons donc le tome 3 d'Anna et l'Entremonde de Si et Marc Dubuisson aux éditions Glénat. Et ça c'est sûr, ça part sur un achat direct. J'ai les 2 autres tomes que j'ai adorés, donc vraiment, j'y vais les yeux fermés. Yeux fermés, confiance absolue en l'autrice, il s'agit de Liberté oblige. Et oui, je ne m'attendais pas
à ce qu'il y ait une suite pour Noblesse Oblige que je vous ai présenté dans mon top. Donc forcément, s'il est dans mon top, obligé que la suite soit dans un achat direct jour 1. Je vous ai parlé en début de vidéo de Nell Pfeffer avec L'Engrange-Temps, qui était un des premiers livres que j'avais acheté en 2024. Sachez que cette année sort Les Cités de Poussière, qui est son nouveau roman. Et ma foi, rien que les petits aperçus ça et là sur son compte Instagram me font grave envie. Donc curieuse de voir ce que ça va donner, ce nouvel univers qui a l'air très différent de L'Engrange-Temps. Autre achat direct, il s'agit du dernier tome des Chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau aux éditions Gallimard Jeunesse. Là pareil, dès les premières lignes du premier tome, je suis tombée de la tête. La première dedans, à fond la caisse. Je n'ai jamais cessé de penser du bien de cette saga, je suis même tellement contente qu'elle soit un peu sortie de derrière les fagots. C'est vrai qu'on en parlait très peu, je trouve, alors que c'est une excellente saga historique jeunesse sur le Japon du XVIIe siècle. Donc quelle joie de voir l'engouement qu'il y a derrière cette série désormais. Donc hâte là même si c'est un peu triste parce que c'est le dernier, mais hâte quand même de savoir où l'autrice va nous emmener. Et coucou, nous sommes donc le samedi 8 février et devinez qui n'a pas fait de conclusion à sa vidéo. Effectivement, j'étais tellement contente d'avoir fini ma vidéo en respectant mes 20 minutes et en voyant qu'il restait plus de batterie. Je me suis dit bingo, c'est parfait. J'ai tout ce qu'il faut, allez hop, on peut s'attaquer au montage. Et donc, en m'attaquant au montage, je me suis tout simplement rendu compte qu'il n'y avait pas de fin à cette vidéo. De ce fait, je profite de vous tourner un book haul juste après pour conclure comme il se doit cette vidéo bilan 2024. Ainsi, merci infiniment de m'avoir suivi pendant toute cette année 2024 côté Booktube, de m'avoir écouté vous parler de livres encore et toujours. Merci à celles et ceux qui ont partagé, liké, commenté ces vidéos, qui ont aussi profité pour venir papoter sur mon blog, sur Instagram ou encore à travers Wattpad, Fixia, bref, d'avoir utilisé les liens sous cette vidéo histoire de faire votre crêpe personnalisée. Merci aussi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, vous êtes vraiment incroyable, sachez-le, parce qu'elle fait quand même 1 heure au montage, donc félicitations. Et donc j'espère sincèrement que les vidéos de cette année vous plairont tout autant. Je vous souhaite de très belles lectures pour cette année 2025 et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, restez curieux et créatifs.